Bonjour à tous. Nous allons parler des principes de la nature qui sont la base de ce travail de santé. Ensuite, nous allons parler du programme Départ Santé et sa signification. Notre champ d'action, nous sommes donc propriétaires du centre SEVA. Et je vous donnerai la signification après du centre SEVA. C'était assez incroyable comme ça s'est passé. C'est une première leçon de la vie. Ce que j'ai appris, c'est l'adaptabilité. Et je dirais que j'étais très souple, mais là, je suis devenue comme du slim, quoi. Il fallait vraiment, dans notre vie, nous adapter à tant de situations. Mon dernier poste était aux soins intensifs. Et le directeur des soins intensifs m'a dit, avant que je parte, parce que j'étais enceinte de mon aîné, toi, tu vas voir, ce bébé-là, il va t'éduquer. Et là, je me suis dit, non, mais attends, c'est moi qui vais éduquer un enfant, c'est pas le bébé qui va m'éduquer. Eh bien, croyez-moi, quand un bébé se réveille toutes les 20 minutes et qu'il pleure à fendre l'âme toutes les 20 minutes parce qu'il n'est pas bien, et vous verrez le pourquoi, eh bien, je peux vous dire que ça vous apprend la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous, n'est-ce pas? Et surtout qu'autour de nous, c'était automatiquement moi la fautive. Et automatiquement, c'est la maman, ça c'est normal. Donc, dès qu'on est maman, on est une mère indigne, on le sait. Donc, on n'a plus rien à perdre, n'est-ce pas? On va avancer. Et donc, j'ai appris à vivre vraiment chaque instant, moi qui venais des soins intensifs, où il y avait du mouvement, je travaillais en médecine aussi, où il y avait des gens, plein d'adultes, de discussions. Et tout à coup, j'avais comme discussion des pleurs d'enfants. Et je me suis dit, je vais profiter de chaque instant de vie de cet enfant. Et donc, après tout cela, cet enfant-là, et la deuxième enfant aussi, j'ai compris qu'il y avait des problèmes génétiques déjà à ce moment-là, à la naissance, mais à ce moment-là, on ne comprenait pas ce que nos enfants avaient. Alors, lorsque j'ai compris cela, j'ai compris qu'en effet, ces bébés allaient m'éduquer. Donc, ils m'ont fait passer par différents stades, différents métiers. Et vous saurez peut-être lors de mon témoignage quel métier et pourquoi à la langue. Donc, j'ai dû faire après infirmière, j'ai dû faire posturologue, qui apprend à observer, c'est un métier qui apprend à observer le corps dans les 3 dimensions de l'espace, surtout l'observation, et les barrages qui empêchent le corps de rester dans une position correcte. Ensuite, je suis devenue nutrithérapeute, massothérapeute, et là, nous avons terminé naturopathe de médecine européenne. En Suisse, la naturopathie est très reconnue. Bientôt, ce sera 8 ans d'études aussi, et comme la médecine. Et donc, nous sommes en train de travailler en étant remboursés par les assurances. Mais c'est très exigeant, évidemment. Ensuite, en cours de route, je dirais, de ces métiers, j'ai dû faire éducatrice Montessori. J'ai dû éduquer mes enfants à la maison avec la méthode Montessori, une méthode très proche du livre éducation. J'ai retrouvé absolument tous les exemples et les citations du livre éducation dans les cours que nous avons reçus. Ensuite, j'ai dû faire un master, mais ça c'est de la faute de mes filles, parce qu'elles m'ont poussé à faire un master en sciences d'éducation. Je ne voulais pas, mais voilà. Il faut continuer à étudier, on apprend tout au long de la vie. Et là, j'ai terminé donc aussi directrice d'école Montessori. Mais pourquoi tout cela? Tout ceci a démarré avec des problèmes de santé. Et à ce moment-là, lorsque j'avais 5 ans, je savais que j'allais beaucoup souffrir, mais je ne savais pas en quelle souffrance j'allais vivre. Je savais que j'allais beaucoup souffrir, mais que ce serait utile pour le monde. Mais le monde, pour moi, ne signifiait absolument rien à l'âge de 5 ans. Le monde, pour moi, ça représentait mon petit pays. Et en effet, à l'école, on m'a appris les montagnes, le nom des montagnes suisses. C'est la première chose que j'ai appris. Le nom des lacs, le nom des villes et des villages, le nom des fleuves. Mais ça ne me disait rien. Cette science-là ne me concernait absolument pas. J'ai tourné le dos à la géographie à cause de cela. Mais pourtant, je ne savais pas qu'elle était fort intéressante et très pragmatique.
est bien plus pragmatique que ce que je le croyais. C'est en voyageant que j'ai compris ce qu'était le monde. Au fait, le monde, en voyageant, c'était quelque chose de très vaste. Mais à la fois, le monde était là très petit face à l'univers. Et le voile de ce mystère d'enfance s'est ouvert petit à petit. Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi toutes ces souffrances. Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi, il y a environ 30 ans, lorsque j'ai l'être humain va se détruire par la toxicité. Et lorsque j'ai exprimé cela d'une manière totalement naturelle, on m'a regardé d'un air très soupçonneux. Mais ça ne va pas? Tu penses à quoi? Tu crois quoi? Eh bien oui. Aujourd'hui, on ne rigole plus. Aujourd'hui, en effet, notre monde est prouvé scientifiquement se détruisant lui-même. Je ne vais pas décrire ici toute notre France en détail. Je ne veux pas le faire. J'espère pouvoir faire un livre, surtout avec tout ce que nous avions vécu de belles choses. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de photos quand j'étais malade parce que je ne savais pas si j'allais vivre. J'ai été multi-intoxiquée dans le ventre de ma maman déjà, et puis plus tard en tant qu'infirmière. Nous étions les dernières infirmières à utiliser les thermomètres au mercure et les premières à utiliser les thermomètres digitaux. Et lorsque des thermomètres se cassaient, nous mettions ces thermomètres dans une boîte soi-disant hermétique, mais en réalité, elle n'était pas, près des médicaments, n'est-ce pas, où on allait préparer nos médicaments tous les jours. Près des médicaments, et une de ces boîtes est tombée dans un service où je travaillais, où j'apprenais justement à leadership, à gérer une équipe ingérable. Donc, j'ai compris plus tard, grâce à un chercheur de Paris avec lequel j'ai été en contact, que dans ce service-là, toutes les infirmières avaient dû être... on leur a montré la porte de sortie et ils avaient dû, en effet, décontaminer ce service. Et donc, ensuite, j'ai été intoxiquée avec des vitamines. Les infirmières ne doivent jamais s'arrêter de travailler. Un colorant dangereux et 10 fois la norme de vitamine A. Une hépatite à 5 mois de grossesse. Et j'ai dû moi-même sonner l'alarme parce qu'on me disait que c'était hormonal, mais je voyais mes collègues avoir des crises d'urticaire épouvantables aussi, comme moi. Et on ne savait pas à ce moment-là ce qui se passait. Et j'ai dû faire le lien avec les vitamines que j'ai arrêté quelques jours et je me suis rendu compte que ça allait mieux. Donc après, j'ai bu beaucoup d'eau du robinet. Et dans cette eau, il y avait énormément de cuivre. 2,4 mg de cuivre par litre d'eau. À 0,05 dans le temps, aujourd'hui à 0,02, on entre dans la toxicité. Donc, vous imaginez 4 litres d'eau pour éliminer l'hépatite, vous buvez plein d'eau cuivrée. Le cuivre a une réaction chimique avec le mercure contenu dans les amalgames dentaires et tous les autres métaux. Non seulement il empêche les métaux lourds de s'éliminer, mais en plus, il fait relarguer les amalgames dentaires. Tous ces métaux-là partent dans l'organisme 50 fois plus vite que la normale. Et en plus, on disait que les amalgames dentaires, donc c'est les obturations au mercure et avec d'autres métaux lourds, étaient stables, mais on a pu le prouver plus tard qu'elles n'étaient pas du tout stables. Alors, on va dire que je n'ai pas eu de chance, peut-être. On va dire que d'autres, vous voyez, ils ont eu aussi les vitamines, ils ne sont pas morts. Ils ont eu aussi des thermomètres cassés, ils ne sont pas morts. Oui, ils ont eu de l'eau cuivrée, ils ne sont pas morts. En effet, vous avez raison. Mais combien ils sont morts? J'ai enterré 6 collègues. Dans la dernière était une infirmière adventiste et qui était une grande amie et qui m'a dit « Tu as raison, je meurs à cause de la toxicité. Tu as raison de chercher dans ce sens-là. » Donc, j'ai dû faire une dépose d'amalgame dentaire et je dirais au préalable que ces découvertes ont été faites petit à petit et grâce aussi à une réflexion que j'ai fait à un directeur de laboratoire et il m'a dit « Tu sauves mon laboratoire. » Grâce à cela, j'avais des millions de francs que j'allais perdre. Alors, puisque c'est comme ça, je t'offre pendant 1 année toutes les analyses que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai analysé l'eau, j'ai analysé les cheveux, j'ai fait plein d'analyses gratuitement. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir, déjà en percevant, j'avais déjà un réflexe épidémiologique, je dirais, en percevant les gens autour de moi,
chacun me disait, mais moi aussi, j'ai ce problème, mais moi aussi, j'ai ce problème. Je disais, mais c'est bizarre, je réunis tout le monde là, c'est étrange. Et donc, j'ai dû déposer mes amalgames dentaires et c'était une dépose sauvage. À 2 à 3 000 microgrammes de mercure que je respirais, de vapeur de mercure. Je vous expliquerai plus tard ce que ça signifie. Et les normes à 25 microgrammes, 25 ppb, enferment un local en milieu industriel. Il est considéré comme mortel. Donc, chaque 15 jours, je faisais une dépose d'amalgame et je faisais un coma de 48 heures, semi-coma, coma, et je me réveillais et le lendemain, il fallait repartir parce qu'à ce moment-là, je faisais l'école à la maison. Et donc, mes enfants. Donc, j'ai une copine, je suis devenue paraplégique petit à petit. Enfin, je voyais mes 5 sens se perdre. Ma main droite qui se recroquevillait. Mon mari me vidait les poumons la nuit. Je commençais à perdre le langage, à perdre des moments l'ouïe et je ne comprenais pas ce qui se passait encore à ce moment-là. Je ne comprenais pas qu'on était en train de déposer mes amalgames à sec. Donc, ça veut dire sans eau. Ça veut dire que les vapeurs augmentaient justement à 2-3 000 microgrammes de mercure. Et un jour, j'aimerais mettre en garde beaucoup les chrétiens. Quand ils disent telle personne est décédée ou telle personne elle est malade, c'est sûrement parce qu'elle manque de foi. Et là, et pourtant on a prié pour elle, mais elle est décédée. J'aimerais mettre cela en garde parce que vous verrez, peut-être on pourra en parler, mais c'est une théorie qui a été dite à Ève. Tu vivras éternellement. Donc, ça veut dire qu'on ne veut aucun problème. Et une amie voisine est venue un jour à ma porte et elle m'a carrément dit, toi, de toute façon, tu ne pourras pas être utile à qui que ce soit et Dieu ne peut pas te bénir parce que tu manques de foi, parce que tu es malade. Et je savais que ce jour-là, il fallait pas me le dire. Elle est partie, j'ai pleuré. Et pourtant, je savais que c'était faux. Et je savais depuis petite que quelque chose devait se passer avec tout ce qui nous arrivait. Alors je me suis mise à genoux et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai plus rien à t'offrir. Je n'ai que le reste de mon corps à t'offrir. Et je t'offre mes enfants. Mais je les sens malades et personne ne comprend pourquoi elles ne vont pas bien. Pourquoi elles sont affaiblies. Et je t'offre ce qui reste de mon corps. Pardonne-moi, je ne peux pas t'offrir plus. Mais je te prie que chaque larme et chaque souffrance de mes enfants et de moi-même, ce soit une personne qui puisse être aidée et qui puisse apprendre à connaître la joie de te connaître, toi. Et lorsque j'ai ouvert les yeux sur mon mur blanc, je voyais, mais va avec la force que tu as. Et j'ai dit au Seigneur, mais je n'ai pas de force, justement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis croyante, mais maintenant j'ai besoin de vivre quelque chose parce que je ne vois pas où je vais. Je n'ai plus de force, je ne peux rien faire pour qui que ce soit. Et tu sais que j'ai toujours voulu aider les autres. Et la réponse a été très claire en moi. Laisse-le faire. Et après cette prière, 3 mois plus tard, j'ai pu remarcher, figurez-vous, grâce à une intoxication au barium. On m'a mis dans la bouche un soi-disant pansement naturel et j'ai fait une crise épouvantable où j'ai cru y passer du reste. Et le lendemain, je remarquais, j'ai vomi la nuit, je me déshydratais complètement. Et le lendemain, j'ai pu remarcher mieux. J'ai mis 8 ans à récupérer complètement mes jambes. Je peux les sentir à 100% 8 ans plus tard. Mais grâce à cela aussi, eh bien, il y a eu des éléments qui se sont passés. Donc, j'ai dû faire l'école à la maison, l'éducation à la maison de mes enfants. Et donc, ces enfants m'ont beaucoup appris parce qu'elles étaient complètement opposées. Et en les observant, aujourd'hui, c'est une richesse, une très, très grande richesse. J'ai soigné des présidents d'associations qui ont des enfants. J'ai soigné les enfants de ces présidents. Et aujourd'hui, eh bien, elles sont en demande pour leur école, pour que je puisse aller aider leurs enfants, parce qu'elles ont vu des choses magnifiques se passer. 2 enfants opposés, 2 enfants différents,
2 enfants qui réunissaient mes symptômes, mais chacune avait des symptômes différents. Eh bien, en les observant par une observation scientifique, il m'a été permis de comprendre énormément. C'était une de l'école. Et j'avais dit au Seigneur, je suis perdue de toute façon. Je ne sais pas si je vais vivre. Je ne sais pas si mes enfants vont vivre, mais je sais une chose, c'est que tu vas être mon professeur. Parce que j'ai réalisé que toutes les personnes chez qui j'allais, soit étaient dans l'allopathie, dans la médecine traditionnelle, et en allopathie, un médicament risquait de me tuer. Donc, je risquais gros. Et je me suis rendu compte, il y a 30 ans, que possiblement, les êtres humains allaient être de plus en plus malades et que nous n'aurions pas suffisamment de moyens pour les soigner. Et aujourd'hui, la médecine le dit elle-même. Elle est très limitée et on les comprend. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc, j'ai réalisé aussi que nous allions tous nous précipiter chez des naturopathes. Mais malheureusement, nous risquons de nous enchaîner spirituellement. Parce que nous ne sommes pas vraiment du même bord que des personnes qui sont dans le spiritisme. Mais sachez-le, beaucoup de gens dans le spiritisme sont sincères et sont en recherche. Et vous en saurez plus tard. Donc, grâce à mes 2 enfants et aussi la joie d'enseigner à la maison, j'ai beaucoup appris. J'ai été enseignée moi-même. Mon mari m'a menée, c'est là que je peux parler de son accompagnement, m'a menée à moitié comateuse, mais il m'a menée à 3 du matin, on partait le dimanche. Il me portait dans la voiture, il me mettait sur son coucher derrière dans la voiture, dans le coffre, et il roulait des kilomètres. Et nous arrivions vers 9 heures au sud de la France. Et nous avons été enseignés tous les 2 par l'élève de Mario Montessori, donc du fils de Maria Montessori. Elle est décédée l'année passée. Mais c'était un excellent enseignement. Mais elle a eu pitié de moi. Elle a vu que je n'arrivais plus, que je faisais ces cours au-delà de mes forces et que mon mari me soutenait tout ce qu'il pouvait. Alors, ce qu'elle a fait, quelque chose de magnifique, c'est qu'on a pu la filmer. Et ainsi, je pouvais revoir les vidéos. Et l'enseignement Montessori est quelque chose de très précis et quelque chose de magnifique. Et grâce à cela, je n'ai pas eu besoin d'enseigner nos filles des heures et des heures et des heures. Grâce à cela, j'ai pu faire de la recherche à côté. Grâce à cela, j'ai pu travailler en même temps que de me soigner et de les soigner. Et 3 mois plus tard, je me suis retrouvée au Parlement européen. Parce que, vous voyez cet homme à gauche, c'est Dr Mellet, un épidémiologiste français. Et cet épidémiologiste, c'est encore une expérience que je vous raconterai, a demandé à ce que je vienne présenter le premier protocole présage des amalgames dentaires écrit en français. Je ne savais pas que c'était le premier protocole, je l'ai su à ce moment-là. Je l'avais écrit en état de paraplégie complète, un jour où j'ai vu mon mari partir avec mes filles à la plage, c'était en vacances, au sud de la France. Et je ne pouvais pas pleurer. Si je pleurais, je risquais d'avoir le diaphragme qui se bloque et personne pour le vider. Le vider poumon. Donc, j'ai prié à ce moment-là et c'était tellement clair dans ma tête. J'avais lu vraiment très, très rapidement les livres en allemand, en anglais, sur la dépose d'amalgame dentaire, comment fraiser un amalgame dentaire, donc cette obturation grise, pour éviter l'intoxication au mercure. Et je n'ai pas pu pleurer. Il ne fallait pas. Dieu ne perd pas de temps. Il fallait que je continue. Là, j'ai écrit ce protocole en réunissant toutes les idées, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai rajouté encore certaines choses, certains protocoles. Et ce protocole a été écrit et à ce moment-là a été distribué depuis le Parlement européen et déjà avant. Il est parti très rapidement en français. Donc, vous voyez, nos 2 filles ont toujours participé à tout ce que l'on faisait. Et aussi, grâce à cela, l'encyclopédie Quid, en 2002, malheureusement, elle n'existe plus, mais cette encyclopédie m'a demandé de changer la définition de l'amalgame dentaire. C'était un énorme travail. Il fallait réunir, et mon mari m'a aidé pour cela aussi, et il fallait réunir dans un gros carton
toutes les études scientifiques, pour chaque mot, pour chaque phrase, pour chaque signification, il fallait le prouver scientifiquement. Donc, la définition de l'amalgame dentaire a changé de absolument inoffensif et neutre, de composition stable, en un matériel qui n'était pas compatible du tout avec l'être humain. Tout ce que j'avais désiré, c'était que ce soit utile aux autres, n'est-ce pas? Puis, j'ai fait 10 ans de recherche avec cet épidémiologiste. Je remettais à cet épidémiologiste toutes mes recherches que je faisais en dentisterie. Donc, j'ai fait 15 ans de cabinet dentaire, une fois par mois, 2 jours par mois. Je partais en Bretagne. Le premier dentiste que j'ai aidé à former dans le domaine de la toxicité était en Bretagne. Je savais que des dentistes très intéressés à mon travail, parce que soit ils étaient malades, soit, vu les articles de journaux qu'il y a eu en France, passablement d'articles de journaux à ce moment-là, ils désiraient évidemment recevoir la clientèle. Mais je leur disais, si vous vous séparez de mon travail, votre cabinet va chuter et vous risquez vous-même d'intoxiquer, parce que dans ce domaine, nous n'avons pas le recul que nous devons avoir en tant qu'infirmière d'hygiène hospitalière. En plus, j'étais amie avec une infirmière qui était spécialisée en hygiène hospitalière, donc j'avais beaucoup appris. Donc, comme vous voyez, je faisais des soins, le dentiste travaillait à gauche, et à droite, je faisais des soins, mais évidemment très protégés, car il faut savoir que dans les cabinets dentaires, surtout ceux qui déposent les amalgames dentaires, il y a beaucoup de mercure dans l'air, méthylmercure. Donc, j'ai fait 15 ans de cabinet dentaire et j'ai remis ces recherches à l'épidémiologiste. Je voulais voir les conséquences des soins dentaires sur la santé à long terme. C'était du bénévolat, mais ça valait la peine. Et c'est tout de là qu'est parti le départ santé. Départ santé, chaque mot a sa signification. Vous voyez en noir le New Start. Il est retranscrit en français. New Start, si on veut bien, en anglais, c'est nutrition, donc nourriture, la nutrition. Exercise, l'exercice. Water, l'eau. Sun, soleil. Temperance, tempérance. Air, l'air. Rest, repos. T, trust in God, croire en Dieu. Alors, nous avons juste mis les mêmes lettres, à peu près, enfin, ce n'est pas les mêmes lettres, mais c'est la même signification. Mais nous y rajoutons la détoxication. Le départ santé est une actualisation avec ce que Dieu nous a fait comprendre sur la toxicité. Ici, je ne peux vous dire qu'un tout petit peu de tout ce qu'il y a derrière toute la toxicité, les conséquences. Il y a la posture aussi, qui est primordiale, et je vous l'expliquerai plus tard. Et il y a le travail, parce qu'on a beau dire que le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Ce n'est pas vrai. C'est un faux proverbe. Pour ça, il faut comprendre 2 principes importants et qui sont complètement opposés. Ce sont des principes qui sont des concepts important pour l'équilibre. C'est le principe constructif et le principe destructif. Lorsqu'on parle de principe constructif, c'est un principe qui édifie, qui améliore et qui corrige le terrain. Mais il y a aussi les remèdes constructifs. Les remèdes constructifs sont des remèdes qui ne causent aucun mal, qui ne détruisent pas l'organisme, et qu'ils permettent de nourrir les cellules et les tissus de notre corps. Il promeut aussi la neutralisation et l'élimination des matières morbides et toxiques pour l'organisme. Destructif, eh bien, il désintègre, il détruit les formes qui sont déjà existantes. Et quand on parle d'antibiotiques, eh bien, c'est contre la cellule. Donc, je ne vais pas vous dire ne prenez jamais d'antibiotiques, mais je peux vous dire qu'il y a mieux. On peut déjà éviter beaucoup d'antibiotiques. Il y a en aromathérapie un mélange, par exemple, que je fournis à des patients qui ont besoin de hautes doses d'antibiotiques.
Et jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne très bien. C'est un antibiotique à large spectre qu'on dit en aromathérapie. Ça ne veut pas dire de nouveau que nous n'avons jamais besoin de médicaments. Dans l'opération que ma fille a eue, elle en a besoin. Mais la chose magnifique qui est arrivée, c'est que le chirurgien lui-même enlevait très rapidement tous les médicaments qu'il pouvait enlever. Même ses assistants disaient, mais c'est dangereux, on ne peut pas enlever ce médicament, enlevez-le. Elle est sensible aux médicaments, il ne faut pas lui en donner. Et il m'a laissé prendre le relais en naturopathie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qui, malheureusement, nous devons apprendre à connaître. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Je crois que plus on en sait sur le corps humain, moins on se sent capable de soigner. En somme, la santé se situe en réalité dans la cellule. La cellule est un organisme microscopique et qui est vivant. Il est totalement indépendant. Il mange, comme vous et moi. Il boit. Il se développe. Il élimine les déchets. Il se reproduit. Et il vieillit. Et il meurt. Donc, cela signifie que plus nos cellules individuelles, les petites cellules, se portent bien, plus la cellule la plus complexe est notre corps humain. Normalement, sur cette image, il y avait un homme qui semblait fort et qui a des fruits devant lui. Alors voilà, je vous l'ai décrite. Vous ne l'avez pas vue. Dommage. On passe au suivant. La maladie, qu'est-ce que la maladie? Ça peut être une violation des lois de la nature. Est-ce toujours dépendant de la personne? Non, absolument pas. Je pense qu'il y a une énorme culpabilité que nous mettons sur les malades. Et je lisais un article qui disait que le malade chronique n'est pas quelqu'un qui fait aucun effort, mais il fait beaucoup d'efforts pour qu'on ne croie pas en sa maladie. C'est plutôt quelqu'un qui va combattre, à moins qu'il soit complètement désespéré et qu'il n'ait pas le soutien autour de lui. En attendant, il y a aussi des personnes qui violent les lois de la nature. Et c'est à nous à les accueillir telles qu'elles sont et à pouvoir les aider à changer d'habitude, quand ils seraient, évidemment, avec le respect. Il y a la dégénérescence. Nous avons des problèmes génétiques, la dégénérescence, excusez-moi, de génération en génération. L'hérédité, les transformations génétiques. Vous avez peut-être aussi appris, comme moi, que l'ordinateur, chez les tout petits enfants, s'ils sont beaucoup devant, il y a des transformations d'attirance au niveau génétique. Il y a des problèmes. Et tout cela, la maladie va participer à l'affaiblissement de l'être humain. Donc, tout ce qui est pollution. Et j'étais assise au Parlement européen à côté du professeur Drach d'Allemagne. Ce professeur Drach me dit, demain, je vais présenter une étude sur 2000 bébés morts subites, morts in utero. Et j'ai découvert que dans le cerveau, dans le foie et dans les reins du bébé, il y a la quantité de mercure directement proportionnelle au nombre d'amalgames dans la bouche de la mère. Je ne veux pas être alarmiste et je ne le serai pas du moment, de toute façon, où il y a des solutions parce que nous ne sommes pas abandonnés. Et je l'ai vécu. Alors, ces problèmes de santé, peut-être qu'on peut revenir en arrière, excusez-moi, ça va diminuer donc la vitalité. Les principes de santé, ça va diminuer la vitalité. Ça va créer au niveau sanguin une composition anormale du sang et de la lymphe. J'aime beaucoup prendre 10 millilitres de sang à mes patients. Ils acceptent, je ne fais pas le vampire, juste 10 millilitres. Je prends 10 millilitres de sang de mes patients et je l'observe. Et je les laisse à peu près 24 heures. Et j'observe régulièrement ce sang. Et je vois en effet certaines formes
Je suis toujours en apprentissage, mais il y a des choses intéressantes avant de faire même l'analyse au laboratoire. Il y a donc une accumulation de déchets et de poisons morbides. Et donc, les cellules sont mal liées, mal nourries, mal oxygénées. Alors, nous allons partir maintenant sur départ santé. Le D, c'est la détoxication. Et tous les liens, tout ce que je vais vous dire là, sont des paroles que j'ai vérifiées au niveau scientifique. J'aime beaucoup la science. Mais il y a des choses que je perçois. Alors, je peux les percevoir. Je peux, par l'observation scientifique, justement, je peux percevoir des choses que l'autre ne va pas percevoir. Mais après, j'essaye de chercher et de pouvoir prouver que ce que j'ai perçu soit vrai ou se découvre. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a 30 ans que j'ai découvert et qu'aujourd'hui est en train de se prouver scientifiquement. Parfois, il faut un laps de temps énorme même pour pouvoir le prouver. Donc, la détoxication utilise beaucoup de moyens. Quelles sont les règles de base? Il y a des principes de base à avoir absolument. Il faut être suivi par un professionnel habitué et formé dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont vous dire « Je suis formé, je connais ». Nous avons nous-mêmes perdu beaucoup de temps ainsi. Personnellement, j'aime dire à mes patients « Ok, je vais vous aider tout ce que je peux, je vais pratiquer tout ce que je connais, mais si je ne sais pas quelque chose, je vous le dirai. » Je crois qu'il faut être honnête. Nous sommes face à des situations difficiles. C'est des situations les plus difficiles lorsqu'il y a détoxication. Donc, il y a aussi des présidents d'associations. Nous avons fait une conférence à Genève et avec l'épidémiologiste français à l'Université de Genève. Et des associations nous ont carrément pris des dossiers. Nous étions un peu chercheurs sur les bords, c'est-à-dire on n'a pas forcément le côté cartésien où il faut absolument se protéger. Mais nous voulions avant tout que le sujet soit reconnu. Et j'ai constaté, moi ça faisait 7 ans que je travaillais dans ce domaine, et j'ai fait 7 ans de bénévolat jusqu'à ce que tous mes patients progressent, donc j'ai exigé beaucoup. Et je voyais que ces présidents se disaient spécialistes en microtoxicité. Waouh! Alors je me suis dit, là je crois qu'il faut que je commence à dire que je suis spécialiste, tous mes patients progressent. Mais je me sens encore tellement limitée, Et pourtant, j'ai dû me mettre spécialiste à ce moment-là pour aider la population. Qu'est-ce que nous apprenons aux patients? Avant tout, à observer son corps. Je suis convaincue que beaucoup de patients connaissent mieux leur corps qu'ils ne le croient. Mais ils vont mettre sur le dos du psychisme, ils vont dire c'est émotionnel, il y a eu tel problème, c'est pour cela que je ne suis pas bien. Eh bien, avant tout, je fais confiance. Je leur dis, on ne parle plus pour le moment de psychologie, on ne parle plus de... Je voudrais juste travailler ensemble avec vous sur votre corps. Donc, j'apprends aux patients à s'observer. Et notre suivi n'est pas individualisé, il est non protocolaire. Je connais beaucoup de protocoles. Moi-même, je crois que j'ai pris le nez dans tous les murs parce que à ce moment-là, on n'avait rien du tout. Donc, j'ai essayé une chose, j'ai essayé une autre. Mais j'ai essayé les choses séparément pour comprendre quel effet avait chaque produit que je prenais, chaque travail que je faisais sur moi. Parce que dans ma tête, c'était toujours, ça sera utile aux autres. Ça sera utile aux autres. Et grâce à l'épidémiologiste, il me disait toujours, tu dois renouveler 7 fois quelque chose pour prouver scientifiquement que tu as raison. Alors, je peux vous dire que quand vous renouvelez, ce n'est pas toujours drôle. Donc, le suivi est individualisé. Je travaille avec des listes de symptômes détaillées pour chaque organe, avec leur intensité et leur fréquence. Bien sûr, ces listes de symptômes ont été copiées et recopiées, ce n'est pas grave. Ils ne peuvent pas copier là ce qu'il y a là. Et ils ne pourront pas copier ce que je vais pouvoir enseigner à d'autres. Mais le secret de la réussite d'une détoxication, c'est ce que je fais et quand je le fais qui permet l'amélioration. Et surtout, la confiance. Aider le patient à faire confiance. Mais bien sûr, il faut toujours avertir le patient de ne pas aller dire aux autres « tel thérapeute m'a dit pour tel problème, il faut prendre ça ». Il faut savoir que ça peut devenir extrêmement dangereux, cette attitude.
Parce que le corps de mon voisin n'est pas le même que le mien. Donc, j'essaie d'apprendre aux mamans, par exemple, à soigner leur enfant adapté à l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'après, la maman doit croire qu'elle peut soigner tous les enfants du quartier. Ça serait terrible. Mais c'est merveilleux de pouvoir faire confiance au patient et de pouvoir l'aider à se connaître et à travailler par lui-même et comprendre les réactions de son corps. L'eau. Alors, question, l'apport recommandé est de 1 litre minimum à 2 litres. Pourquoi, de nouveau, je parlerai d'adaptation? J'ai vu des gens arriver, voulant très bien faire, même qui sont dans le New Start, mais vraiment à fond, très malades. Parce que, justement, il y avait les problèmes de toxicité, des problèmes dentaires, des problèmes de posture, etc. Et c'est ce qui m'a poussé plus loin, nous en tout cas, et pour les autres. Et si vous avez une patiente qui a des problèmes d'insuffisance rénale et qu'elle ne le sait même pas ou qu'elle a un problème d'assimilation et que l'eau peut-être n'est pas propre, mais elle ne le sait pas, eh bien, je vais lui faire boire 2 litres, elle va gonfler, gonfler, gonfler. Et là, il y aura un gros travail à faire pour qu'elle dégonfle, le cœur se fera fatiguer et après, on va tomber dans des problèmes divers. Donc, il faut adapter, c'est très important d'adapter. Il est vrai que l'eau actuellement n'est plus aussi bonne qu'avant. À un camp scout, là, je suis partie dans la nature en France et nous avons trouvé une source. Et elle est très, très bonne. Et c'est vrai que là, j'ai eu très soif. Et j'étais pourtant une jeune fille ou un enfant qui buvait beaucoup. Et je dois avouer qu'à l'âge adulte, depuis les problèmes de grossesse, etc., j'ai beaucoup moins soif. Mais je peux mettre aussi sur le dos du fait que l'eau n'est plus si bonne que ça. Il faudra aussi adapter au climat. Il faudra adapter à l'activité de chacun. Mon mari, quand il travaille sur le terrain, sur le chantier, il boit 4 litres d'un coup. Je suis là. Il boit vite, vite. Et je suis là, mais comment tu fais? Moi, je ne peux pas. Et parce qu'il a transpiré. Et quand on transpire beaucoup, bien sûr qu'il faut remplacer les minéraux et l'eau liquide. Il y a une étude scientifique qui peut nous encourager à boire quand même. C'est que 500 millilitres d'eau que l'on boit augmente le métabolisme de 30% et cela pendant plus d'1 heure. Maintenant, il y a le problème de la déshydratation chronique et justement, je vis avec beaucoup de patients, de plus en plus, et j'essaie de purifier l'eau qu'ils filtrent encore. Donc, on a des moyens encore de purifier l'eau qu'on filtre. Et comme par hasard, ils me disent qu'ils ont plus soif, un peu plus soif. Mais ils peuvent arriver avec des problèmes de maux de tête, des baisses de concentration, une urine foncée, de la fatigue, de la faiblesse musculaire, des crampes, la constipation, la peau sèche, et une diminution de la fonction rénale et digestive, et même la mauvaise humeur. Alors retenons bien cela. Il y a bien un lien entre la santé et l'humeur. Déjà, rien qu'avec. Maintenant, on a dit départ santé. Le P, c'est pollution et posture. Je les mets ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque l'on détoxifie un patient, lorsqu'on aide à détoxifier, le suivi au niveau postural est important. Ce que nous faisons dans notre centre, ma fille travaille avec moi, donc Esther travaille aussi en tant que naturopathe de médecine européenne. Nous enquêtons ensemble et elle est née dans la soupe, je dirais, et elle aime la recherche. Donc, très souvent, je lui dis, est-ce que tu peux rechercher un petit peu pourquoi ce patient fait tel problème, tel problème? Donc, nous enquêtons d'abord sur les sources de pollution. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, il y a un nommé Philippe Grandjean qui est spécialiste de la santé environnementale à l'Université du Danemark, du Sud et à Harvard, qui dit « Nous sommes un concentré de toxiques ». Donc, surtout, on va dire aux loups, ne nous mangez pas, hein, parce que sinon, vous allez mourir. Et j'ai fait une expérience avec un croque-mort. À ce moment-là, vous savez, j'ai toujours reçu ce qu'il fallait au bon moment. C'était absolument fabuleux. Je me posais plein de questions. Et il me disait, ce croque-mort, il me disait, écoutez, ça, c'est de longue date que je travaille comme personne qui regarde les morts, enfin, qui s'occupe des morts. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens
ne se décomposent plus. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à avoir une décomposition. Avant, on voyait assez rapidement le corps se décomposer. Il ne se compose plus. Par contre, les parasites augmentent très fortement, beaucoup plus vite. On voit déjà les petits vers travailler. Et là, je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais pourquoi cela? Et vu que j'ai été moi-même électrosensible, je sais ce que c'est d'être électrosensible. L'électrosensibilité, chez moi, ça se manifestait par simplement un évanouissement avec un arrêt respiratoire, tout simple. Donc, les premières tours de relais, les premiers ordinateurs, je n'aurais jamais pu faire une conférence devant un ordinateur et des écrans et des portables allumés, jamais. Donc, il a fallu travailler beaucoup, beaucoup. Et les premiers, ben voilà, je risquais gros. Et je savais que je risquais gros. Et c'est absolument une situation très, très, très difficile parce que c'est invivable. On ne sait plus où aller. Et donc, cette pollution, j'ai aussi compris grâce à des poux. Mes filles avaient attrapé des poux dans une école où elles étaient allées juste une demi-journée, évidemment. Et là, il y avait beaucoup de poux. L'école ne s'en sortait pas. Les enfants renouvelait leurs poux. Et lorsque nous passions près des tours portables, les premières tours portables, les premières tours de relais, eh bien, je voyais mes filles se gratter, ça piquait, ça grattait. Et je me suis dit, waouh, intéressant. Vous savez, l'observation, c'est utile. Hein. Et je me suis dit, mais il y a bien un lien. Et donc, ce croque-mort, cette personne responsable des morts, l'a confirmé. En effet, nous sommes affaiblis. Et dans le temps, nos grands-mères donnaient des antiparasitaires à leurs enfants. Nous ne faisons pratiquement plus cela si les personnels médicaux et paramédicaux ne prescrivent pas d'antiparasitaires, on oublie ce problème. Et pourtant, ce problème est important. Mais attention, pas forcément un antiparasitaire chimique. Il y a mieux, de nouveau. Donc, le problème de ces pollutions, eh bien, ça va faire que l'organisme, les pollutions et la dépollution aussi, à chaque fois qu'un patient fait une crise éliminatoire, que ce soit son crâne, que ce soit ses vertèbres, que ce soit son bassin, et jusqu'aux pieds, je vois des changements. Donc, mon travail est de rééquilibrer. Et plus le patient se dépollue, moins j'ai besoin d'intervenir. C'est ce qui est magnifique du reste. Donc, si la posture est mauvaise, il y a des conséquences aussi. Lorsque je marche comme ça, hein, que je boite, ou que je marche comme ça, dites-moi comment mon corps va réagir. Est-ce que je vais marcher plus vite comme ça, ou est-ce que je vais marcher plus vite comme ça? Ben, c'est pas difficile, hein, c'est une question simple. Eh bien, en marchant droit, la circulation se fait mieux. Si je suis cambrée, par exemple, dans une scoliose, dans ce sens-là, en parenthèse, ce que j'ai remarqué, mais ça, c'est pas encore scientifique, beaucoup de scolioses, la plupart jusqu'à maintenant, ont eu, j'ai remarqué, un choc sur la tête et une chute sur les fesses. Ce qui est logique, au fait. Hein. Mais si je suis comme ça, cambrée, eh bien, mon foie qui est à droite ne va pas bien fonctionner. Il sera ralenti. Donc, suivant comme est ma posture, mon organe qui va concerner cette posture va être affaibli. Ça va faire une diminution des capacités aussi physiques, des douleurs articulaires. Ça va faire des douleurs musculaires. Ça va faire de la fatigue, de la baisse de concentration. Entendons-nous bien de nouveau. Il y a bien un lien. Baisse de concentration. Donc, automatiquement, souriez, voyons. Ben non, il y aura moins de sourire. La personne s'affaiblit moralement. Il y aura une mauvaise digestion et j'en passe. J'ai eu un cas absolument extraordinaire. Il avait eu un accident de vélo et qui est tombé très fortement sur les fesses. Et en travaillant tout le bassin, moi je pensais le revoir, il m'appelle, il me dit, écoutez, c'est magnifique, magnifique. Non seulement je vais mieux, mais mieux qu'avant d'être tombé. Parce que maintenant je digère tout, je ne digère rien. Donc tout ce lien est important. Ensuite, il y a l'air. Alors, il y a diverses études scientifiques. En l'an 2019, sur 19 806 participants qui faisaient 120 minutes de marche dans la nature par semaine, eh bien, on a constaté, et ils ont pu
décrire que leur bien-être était amélioré nettement et leur santé aussi. En 2016, 108 630 participants ont participé durant 8 ans, et c'était des femmes, à une expérience où on les a mis dans un logement qui était entouré de verdure. Eh bien, il y a eu 34% de moins de décès dus aux maladies respiratoires dans cette région. En 2013, il a été constaté que la marche dehors, lorsqu'on fait un effort dehors, eh bien, l'effort est plus intense et en plus, il y a moins de fatigue en fin de séance. Mais à nouveau, il y a des principes. Dans tout cela, il est intéressant de savoir que exposer le corps à une biodiversité, que ce soit la montagne, moi je sais que je vis en montagne, donc je raffole la mer, donc on a fait quelques jours à Agadir. Du reste, en parenthèse, les routes sont formidables ici. Je ne m'y attendais pas du tout à ce point, d'Agadir à Marrakech. Donc on a fait quelques jours et c'est vrai que pour nous, on revit de voir la mer. Par contre, ceux qui vivent à la mer, j'en les entends dire, moi j'aime mieux la montagne. Donc, on sait que cette biodiversité, ça améliore le système immunitaire. J'avais le concierge d'une de mes écoles, je m'étais toujours posé la question quand j'étais enfant, qui disait, moi, je déménage chaque année. Parce que chaque année, je vois que je vais mieux en déménageant. Donc, le pauvre, mais il déménageait chaque année. Parce qu'il attrapait les problèmes, et ça je l'avais remarqué aux soins à domicile, et j'allais dans une maison où il y avait plein de dépression, j'allais dans une maison où il y avait plein de problèmes à les enfants, digestifs, et une autre maison c'était plein de cancers, et je me disais mais attends, il y a quelque chose, eh ben oui, l'endroit où l'on vit influence. Donc la biodiversité est importante. Alors ça, il y a aussi quelque chose de très important, c'est les enfants. Je suis affolée de voir combien d'enfants sont en rentrant de l'école devant leur ordinateur. Et combien d'enfants actuellement ont besoin de lunettes? Dans une classe, jamais j'ai vu autant d'enfants à lunettes. Donc, si on laisse nos enfants jouer dehors, si on les... et je comprends les parents, hein, je ne viens pas leur lancer la pierre parce que l'enfant peut devenir impossible dans cette société. Donc, on se rassure, on calme en mettant l'enfant devant... Avant, c'était la télévision, aujourd'hui, c'est l'ordinateur et le portable. Donc, il y a 22% de moins d'avoir la chance d'avoir une myopie, la malchance d'avoir une myopie, en mettant l'enfant dehors. L'assurance en Dieu, amitié, accueil. Alors, j'accueille en effet beaucoup de patients qui ne sont pas du tout dans la foi. Et on en reparlera de cela. Et donc, ce n'est pas à nous à imposer notre foi, mais on peut partager, ça c'est sûr, beaucoup de choses avec nos patients. Il y a l'amitié, et l'amitié, ça se sent, la vraie amitié. Et il y a l'accueil. Accueillir. Nous avons mis ça ensemble. Pourquoi? Parce que du moment où on a l'assurance en Dieu, ne me dites pas que vous avez envie de garder cela pour vous. Du moment où on vit une expérience, on a envie d'en parler. On a envie de créer des amitiés. On a envie d'accueillir. Et là, il y a une femme il y a 170 ans en arrière, 170 ans, excusez-moi, qui a écrit ceci. Par rapport à la foi. La foi est simple quant à son fonctionnement et puissante quant à ses résultats. De nombreux soi-disant chrétiens, tout en connaissant la sainte parole et en croyant dans sa véracité, manquent de la confiance enfantine qui est vitale dans la religion du Christ. Ils n'arrivent pas à établir le contact particulier qui a pour effet de guérir l'âme. Alors comprenons-nous bien, beaucoup de gens, beaucoup de patients qui ne sont pas croyants actuellement ont été littéralement dégoûtés de la manière dont les croyants se sont comportés avec eux. Alors je suis obligée de leur dire, mais ce n'est pas ces personnes le problème. Et de leur parler d'un conflit qu'il y a autour de chaque personne. Et ils sont dégoûtés et je leur dis, mais pourquoi vous enlevez un cadeau alors? À cause des autres? Et si on essayait de mettre l'hypothèse que Dieu existe? Et à partir de cette hypothèse, on travaille. Et mettre une hypothèse, scientifiquement, on a le droit de le faire. Alors je lance le défi à ceux qui ne sont pas croyants
de mettre l'hypothèse que Dieu existe. Et que malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas bien compris. Et que s'il y a une guerre, même les guerres religieuses, c'est que c'est important. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. Il faut savoir aussi que l'amitié est aussi un bon traitement contre le cancer. Et nous avons vécu des expériences dans nos Airbnb en accueillant des gens. L'une de mes expériences les plus belles, je vous la raconterai. C'est la dernière qui nous est arrivée avec les Airbnb. Nous avons lié d'amitié, imaginez, en une journée, en 1 heure, nous avons pu lier d'amitié avec ces gens-là que nous avons accueillis. Le repos. Alors, quel est l'effet du sommeil? Il améliore la mémoire, les capacités cognitives, la réactivité émotionnelle, la capacité de prendre des décisions, la prise de risque et le jugement. Il y a un meilleur contrôle des impulsions. Et cette étude ne date que de 2022, parce que le sommeil est un véritable problème. J'ai une amie physiothérapeute que je soigne et qui me disait à la dernière consultation, Evelyne, je suis dépassée. Je soigne les enfants et les physiothérapeutes en pédiatrie. Je soigne les enfants, ils ne dorment pas. Dans le temps, nos bébés, on disait qu'ils nous réveillaient, oui, on se plaignait. Mais maintenant, les pauvres parents, ils ne dorment plus. Ce n'est pas une question de 1, 2 ou 3 fois par nuit, c'est non-stop. Le bébé ne dort pas. Alors, on peut remercier la technologie. On peut remercier aussi les problèmes pesticides, etc. dans la nourriture. Et donc, nous créons une génération, malheureusement, qui souffre. Et je suis aussi absolument affolée de voir le nombre de jeunes et de parents qui se plaignent de leurs enfants qui sont en état de dépression, d'agressivité. Et je peux vous dire que j'en ai vu 2 faces, du moment où des jeunes se sont mis devant leur portable le soir, la journée, la nuit, et qu'ils n'arrêtent pas, et qu'ils finissent à 2 heures du matin. Eh bien, on a accueilli même une maman qui laissait son enfant le matin, à l'âge de 2 ans, aller dans le frigo chercher la nourriture. Et nous avons dû faire tout un travail de sevrage de ces outils, de ces appareils. Alors, il y a du bon, hein, je veux tout noircir, hein, heureusement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut se parler. Mais il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut savoir aussi que l'insomnie, ça augmente les risques de dépression. Et en 2019, il y a une étude sur des femmes qui a prouvé qu'elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Un manque de sommeil chez la femme, ça va faire une augmentation de l'inflammation. Et moins de 7 heures par nuit, ça va faire une augmentation de la masse corporelle. Alors, messieurs, aidez votre femme à aller au lit. Et vous, messieurs, suivez-la. Ça pourrait être intéressant, non? Le travail, comme on a dit, le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Eh bien, c'est faux. Un homme ne peut pas être assis sans rien faire. Et quand il est devant un ordinateur, sa position assise est absolument nocive pour le dos. Et je rappelle qu'ils sont assis sur un coccyx. Et le coccyx, on en rigole, mais le coccyx, il influence jusqu'au cerveau. Et quand on remet un coccyx, étonnamment, des gens nous disent « C'est intéressant, j'ai beaucoup plus d'assises dans ma vie. » Intéressant, non? Donc, est nocif pour le psychisme aussi. Il équilibre... il est important d'équilibrer par la marche de 30 à 40 minutes par jour. Notre enseignant en massothérapie nous disait « c'est le sport le plus noble, marcher ». Ou alors, aller au jardin. Mon mari, il aime marcher si on discute, ok, mais il me dit « moi j'aime mieux être actif ». Alors, il va au jardin. Et quand il revient, il est heureux parce qu'il est allé au jardin. Il a travaillé, des travaux manuels pour l'équilibre. Et ce qui est important aussi, c'est de choisir un métier où on a de la joie. Alors là aussi, je pensais rester infirmière, j'aimais ce métier, j'aimais le côté social, j'aimais m'adapter à chacun.
Et je ne voulais pas enseigner. J'aimais l'enseignement, hein. C'est pas que j'aimais pas, mais je pensais jamais enseigner mes enfants. Je pensais travailler mi-temps. Et puis, Dieu a guidé les choses différemment. Et Dieu m'a donné de la joie en tout. Donc, on peut faire plusieurs métiers. Il n'y a pas qu'un seul métier. Et les métiers, on peut avoir tous les diplômes du monde, ils ne valent rien du tout s'il n'y a pas le côté pratique, s'il n'y a pas la mise en action et la synthétisation aussi de tout ce qu'on a appris pour arriver à aider l'autre. C'est l'utilité. C'est ce que j'aime faire. Le soleil. Quel est l'effet du soleil? C'est S, hein? Départ santé. On commence le mot santé. Ah, le soleil. Il améliore la production de sérotonine. Donc, il met la meilleure humeur. Il diminue le cortisol, qui est une hormone de stress, et il améliore le sommeil. Mais attention, on ne va pas se griller au soleil, parce que on verra par la suite, ça peut être vraiment nocif. Un manque de soleil crée un déclin cognitif, une diminution de la circulation sanguine dans le cerveau, et une diminution de la vigilance, une dépression, un problème de sommeil, mais aussi, je dirais, le problème de l'ostéoporose. Et quand je vois les femmes couvertes, très couvertes, j'ai un peu souci. Parce que, voilà, on va retrouver beaucoup d'ostéoporose chez des personnes qui n'ont pas été au soleil régulièrement. La vitamine D, on peut l'obtenir synthétiquement, même d'une manière assez naturelle, mais rien ne vaut le soleil. Franchement, nous, en hiver, nous prenons la vitamine D. Nous savons que même s'il y a du soleil, ce soleil ne donne pas de vitamine D. Donc en hiver, au printemps et en été, on arrête, mais en automne aussi. Ce n'est pas cumulatif, la vitamine D, il faut la prendre tous les jours. Les conseils qui sont donnés, c'est en été, par exemple, l'exposition est de 10 minutes pour les peaux claires et 20 à 60 minutes pour les peaux foncées. Et pour une assimilation de la vitamine D, il faut 35% du corps à exposer. Donc, ne pas oublier cela. Maintenant, on va parler d'un sujet qui touche l'estomac, la nutrition. Pourquoi y a-t-il tant de combats sur la nutrition? Pourquoi y a-t-il tant de contradictions? Dans nos cours de nutrithérapeute, c'est merveilleux, hein. Nous avons appris à travailler avec la nourriture pour soigner tel problème, etc. Très intéressant. Le problème, c'est que souvent, quand on parle de nutrition, ça prend l'émotion. Et je me suis demandé le pourquoi. Et en réfléchissant, j'ai réalisé une chose. C'est que le bébé, quand il naît, très vite, on va le mettre au sein. Très vite, les parents vont récompenser avec la nourriture. Très vite, les parents ont peur que l'enfant ne mange pas. Très vite, quand le bébé est petit, on va surveiller son poids. Et je pense que tout cela éveille des sentiments. Donc là, encore une fois, pourquoi y a-t-il ces guerres? Eh bien, parce qu'on n'a pas compris peut-être quelque chose. C'est qu'à l'heure actuelle, nous devons adapter de nouveau à la pollution. Ce n'est plus du tout comme avant, la nutrition. C'est pour ça qu'il nous a été conseillé la même personne, où j'ai lu le texte là, Ellen White a écrit que nous devions adapter aussi aux personnes. Parce que chaque personne est différente, de nouveau. Il faut savoir que la flore intestinale de chacun est différente. Et donc, nous allons devoir aussi être prudents avec ce qui nous a été enseigné. Il a été aussi enseigné qu'à la fin des temps, à la fin de ce monde, on ne pourra plus manger ni les produits laitiers, ni les produits animaux. Mais voilà, est-ce que je dois rester strict ou pas? Encore une fois, il faut adapter. On sait maintenant, par des professeurs au niveau scientifique, que les produits laitiers, que la viande, etc., sont des concentrés de toxines. Hein. La vache va brouter un territoire et elle va concentrer tout cela. Alors la viande, ce n'est pas très difficile de prouver vraiment qu'il n'y en a plus besoin aujourd'hui. Mais
les produits laitiers, les œufs, et il va falloir adapter. Il y a des principes de santé qui sont prouvés. Par exemple, le véganisme, on sait qu'il y aura souvent un manque de vitamine B12. Donc, on va vérifier cela, évidemment. Parce qu'on sait que la vitamine B12 peut affaiblir le système nerveux et beaucoup de problèmes avec le manque de vitamine B12. Mais il faut adapter aux besoins et possibilités de chacun. Je ne vais pas dire à une personne stressée qui se nourrit essentiellement de produits laitiers, arrêtez du jour au lendemain. On va essayer d'adapter et d'aider à voir comment la personne peut adapter. On va diversifier aussi la nourriture et on va pas se noyer dans des compléments alimentaires. À l'heure actuelle, les gens veulent tellement bien faire, et ils sont tellement mal possiblement, qu'ils arrivent avec des sacs entiers pleins de compléments alimentaires. Donc là, on n'est pas dans la tempérance. Donc on se dit, OK, on va arrêter tout là, et on va essayer de voir vos symptômes. On arrête pendant une semaine et on va regarder comment on peut adapter. La nutrithérapeute est quelque chose de merveilleux. La nutrithérapeute, eh bien, la nutrithérapie, c'est justement d'adapter à chacun. La tempérance. Et il y a 170 ans, excusez-moi, je suis suisse moi, il était dit qu'une nourriture stimulante crée un besoin de stimulant encore plus fort. L'enfant dont le goût est ainsi perverti et à qui on n'a pas appris à contrôler son appétit devient un alcoolique et un fumeur quelques années plus tard. Pour qu'elle réussisse pleinement, la grande tâche de la réforme doit débuter au foyer. Waouh! Je me suis retrouvée avec un enfant qui ne mangeait jamais de fruits et légumes. Il était otite sur otite. Alors je les soignais, pas de souci, il guérissait, mais elle revenait la maman. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, je peux vous entretenir comme ça longtemps, mais on va peut-être travailler sur la cause. Est-ce que vous seriez d'accord de faire un essai avec moi? Est-ce que vous pourriez faire un jus de carottes pommes et carottes, pommes ensemble et le donner à votre enfant, une fois par jour? C'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue dépitée. Moi, mon enfant il a tapissé la cuisine de jus de carottes pommes. Alors, je me suis dit, bon, bah là, Evelyne, il faudra revoir. Ce n'est pas la bonne théorie que tu lui as donnée. Alors, je lui ai proposé des choses. J'ai pris l'enfant et je lui ai dit, écoute, tu as mal aux oreilles régulièrement. Est-ce que tu voudrais éviter ces maux d'oreilles? Oh oui. Est-ce que tu veux m'aider? Oui. Comment? J'ai dit, écoute, tu vas prendre une gorgée du jus de carotte pomme de ta maman, mais tu le gardes dans la bouche. 3 minutes. Tu regardes l'horloge, 3 fois le tour comme ça. Et après, tu vas cracher. D'accord, je vais essayer ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et en faisant cela, le cerveau s'est programmé. Et il a commencé à apprécier son jus de carotte pomme. Et ensuite, il en a réclamé même. Plus tard, j'ai proposé à la maman de faire un plat de fruits tous les matins. Et l'enfant commence par puiser ce qu'il veut. Il est libre. Puis ensuite, les légumes, la même chose. Mais les légumes, j'ai mis cru, cuit, les mêmes légumes, différents légumes. Et j'ai lui ai appris à faire des petites sauces de couleurs différentes, vert, rouge, blanc, etc., jaune. Et ainsi, l'enfant pouvait prendre un légume, le tremper et le manger. Et il était libre, il n'y avait plus de conflits familiaux. Le seul problème que l'on peut avoir, c'est que les mamans, après, sont si enthousiastes de voir que l'enfant va mieux, elles vont imposer à leur mari un rythme de vie, une nutrition qui ne sera pas forcément appréciée. Donc, il faudra ménager aussi. La tempérance. Dr Cardaras, en 2018, qui est un psychologue expert en addictologie, parle des portables comme de l'héroïne. Il a fait des imageries cérébrales et il a vu que le cortex frontal se rétrécissait s'il y avait trop de temps passé devant les écrans. Ceci entraîne moins de matière grise. Et quand il y a moins de matière grise, surtout les portables, elles rétrécissent le lobe frontal. Et là, on tombe sur quelque chose d'important. Quand il y a moins de matière grise, il y a plus d'impulsivité, d'agressivité, il y a sujet aux addictions, il y a de la peine à prendre des bonnes décisions, une capacité aux enchaînements logiques qui est altérée. Et j'en passe. L'exercice, activation de la circulation,
hein, c'est important, une meilleure irrigation de tous les systèmes et mobilisation des déchets toxiques. Il y a même des protocoles où on fait pas mal de sport et après encore du sauna, mais voilà, ne le faites pas comme ça. Hein. La sécrétion des hormones, endorphines, dopamine ou adrénaline, donc ça réduit le stress, ça améliore la qualité du sommeil, ça diminue des douleurs, c'est un antidépresseur, on a bien dit 30 à 40 minutes par jour. La conclusion, c'est que le programme Départ Santé implique des principes qui justement construisent la santé, étant à maintenir le physique, le mental, le moral et le spirituel de l'être humain. C'est un ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je propose qu'on prie ensemble. Oui, tendre Père Céleste, face à ce corps si merveilleux, eh bien, tu nous vois si petits. Il est si complexe et à la fois, il y a tant de choses simples à comprendre parce que ce que tu donnes comme médicament est simple. Il est vrai que pour chaque sujet que j'ai énoncé, on pourrait passer une semaine facilement. Mais aujourd'hui, nous voulons donner juste ce qu'il faut, juste un petit aperçu de l'importance de considérer l'ensemble de notre corps. Et surtout, de comprendre autrui. Et de comprendre que parfois, quand il y a agressivité, c'est peut-être que cette personne passe trop de temps devant l'ordinateur, a mal mangé, ou alors s'est fait intoxiquer, je ne sais. Mais aide-nous à être dans la compréhension des uns des autres, sur tout cela. Et merci encore, parce que tu vas nous éclairer, parce que tous les jours, tu nous apprends quelque chose. En ton nom, Jésus. Amen. Il y a des questions. D'accord. Il y a des questions peut-être dans le chat, mais je les vois. Tu me les retransmettras. D'accord. Extra. Donc, c'est bon. Dans l'Assemblée, il n'y a pas de questions. Dans l'Assemblée, il n'y a pas de questions. Il y a des questions? On peut prendre des questions là. Okay. Alors, parlez fort, parce que là, je suis un peu saoulée. Alors, est-ce que ça va aller là-dessus, peut-être, les questions? Parce qu'on peut faire, c'est que, voilà, on va faire comme ça. Donc, on reprend pour les questions. Donc, Esther va les redonner, les retransmettre. Parce qu'il faut qu'ils entendent aussi. Donc, je te demanderai de les retransmettre aussi aux autres. Ok. Donc, elle demandait l'âge de l'enfant. Alors, elle demandait l'âge de l'enfant pour aider cet enfant justement à garder dans la bouche, parce que ce n'est pas simple en effet, hein, à garder dans la bouche la nourriture. Alors, dès qu'il est courant, on peut arriver avec des enfants très jeunes. Ici, il y a un petit garçon là qui a 4 ans, très bientôt, hein, je crois qu'il a 4 ans, hein, le petit. Eh bien, il comprend très très bien. Ça peut être même 2 ans. Moi, je me souviens que ma fille, lorsqu'elle buvait un verre d'eau, c'était une enfant très douce. Et elle buvait un verre d'eau plein de cuivre, dont je vous ai parlé, et tout à coup, elle détruisait tout autour d'elle. Et puis, elle me tapait, elle me tapait, elle me tapait. Et c'est difficile, n'est-ce pas, de ne pas se fâcher. Alors, j'ai pris mon enfant dans les bras, j'ai pleuré avec elle, parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'ai pleuré avec elle. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu souffres, mais je ne comprends pas encore pourquoi. Mais un jour,
je vais comprendre. Et je priais avec elle. Et elle se calmait. Donc, je pense que plus petit qu'on le croit, l'enfant peut comprendre beaucoup de choses. L'enfant a simplement des difficultés à exprimer par la parole. Mais avant qu'il puisse exprimer, il a déjà compris beaucoup, pratiquement tout ce qu'on leur dit. Et on sous-estime l'enfant. Dans la méthode Montessori, on nous disait toujours « Mais ciblez plus haut, arrêtez de rester bébé avec vos bébés. Allez plus haut, allez plus loin. » L'enfant comprend plus. L'enfant finit par apprécier. Le goût, pourquoi? Parce qu'en fait, nos papilles gustatives, elles sont retransmises au niveau du système nerveux par le cerveau. Vous allez certainement apprendre par le médecin qui va venir de Loma Linda, qui va parler en fin de semaine. Vous allez apprendre à connaître tout ça sur la flore intestinale, etc. Et je ne voulais pas empiéter là-dessus, mais Véry a raison de travailler là-dessus, c'est très important. Donc, je vais programmer par les papilles même gustatives. Même l'estomac, ça va agir dans l'estomac. Tout est relié et jusqu'au cerveau. Le lien entre l'intestin, le cerveau, la bouche et le cerveau, et les poumons et le cerveau, c'est impressionnant. Et il a été dit qu'à la fin de ce monde-là, il y aurait beaucoup d'attaques sur le cerveau. Et c'est vrai. Et je vois que tout ce que nous recevons, c'est souvent le cerveau. Oui, alors est-ce qu'on me demande si je fais des consultations à distance? Oui, bien sûr. Et je suis tellement reconnaissante parce que j'avais mis une prière, je dois vous avouer, paniquée, à pleurer, de réaliser que les gens allaient de plus en plus être malades, de réaliser au travers que j'avais simplement quelques années d'avance dans mes problèmes, et de réaliser que les gens allaient souffrir aussi et n'auraient pas de moyens de se soigner, soit en allopathie, mais ils n'arriveront pas à trouver de solution parce qu'on va donner un médicament. Mon sport favori en tant qu'infirmière, c'était faire de la psychologie médicale, je dois dire. C'est-à-dire, les patients arrivaient avec 20 médicaments et j'allais étudier les dossiers médicaux après mon travail tout le temps. J'étudiais et je me disais, ce médecin-là, tellement ouvert, il acceptera que je lui suggère d'enlever ce médicament. Ainsi, l'effet secondaire de ce médicament disparaîtra et hop, je pourrais enlever ce médicament-là. Parce qu'on monte comme ça, on a un médicament, il y a l'effet secondaire, j'ouvre mon compendium, il n'y a que le carbolevure qui est sans effet secondaire. Enfin, peut-être qu'on va, les NaCl, oui, mais tous les médicaments ont des effets secondaires. Et on monte comme ça, avec de plus en plus de médicaments, parce que justement, il y a des effets secondaires qu'on va soigner par les médicaments. Alors, ma joie, c'était quand le médecin donnait un diagnostic au moyen de suggestions et aidait les patients et les patients partaient avec 2 médicaments. Je me disais, waouh, là, c'est gagné, un point. Et voilà, donc, en effet, j'étais contente de réaliser au fil des années, hein, c'est quand même pas mal d'années derrière moi là, que des patients qui revenaient 2 ans plus tard, je voyais que leur statique, j'observe le corps dans les 3 dimensions, la ceinture scapillaire, ceinture pelvienne, j'observe toutes les articulations, etc. Eh bien, je voyais que mon travail était resté. À moins qu'il y ait eu un accident, mais même s'il y avait un accident, en rééquilibrant le corps, par exemple, eh bien, l'accident qu'ils auraient eu n'a pas occasionné, par exemple, une déchirure ligamentaire. Alors que d'autres qui n'ont pas eu cette équilibration, pour quelque chose de plus doux, hein, ils ont juste tordu la cheville, ils se font une déchirure ligamentaire. Les miens, ils ont peut-être, mes patients ont fait une cascade à vélo et ils n'ont pas eu les mêmes problèmes. Donc, c'est pour ça que j'étais contente quand j'ai réalisé que les gens revenaient, l'équilibration était faite. Donc, elle est restée. Donc, quand on travaille, moi, vous savez, je ne cours pas après les patients parce qu'il y en a suffisamment, mais j'aime travailler et je suis satisfaite en fin de journée quand je suis allée au bout des choses. J'aime ça. Le patient est heureux, je suis heureuse. Donc, le patient sait se prendre en charge, il n'a plus besoin de moi. Waouh, fantastique. J'ai des patients qui viennent de très loin, qui me disent, mais j'ai eu encore tel problème, qu'est-ce que vous feriez? Ok, on fait une petite consultation par Skype, on fait une discussion et on adapte. Voilà. Et après, évidemment, je peux apprendre aussi au mari. J'ai appris à un mari. Il était tellement mignon, cet homme.
il était là, mais moi je ne peux pas, hein, mais moi je ne peux pas aider ma femme. Hein. Il avait une femme très, très, très bossue et des douleurs terribles, cette femme. Et j'ai dit, oui, vous pouvez. Ah ben non. J'ai dit, je vais vous apprendre à observer le corps. Ils sont restés 2 semaines et je lui ai appris petit à petit à observer le corps de sa femme. Je dis, voilà, vous allez masser là, vous allez faire ça, ça. Et il était tellement drôle parce que tout à coup, à une séance, on arrive, bon, ma chérie, je vais te faire un bilan postural. Laisse-moi faire. Bien, je me retire. C'était trop beau, quoi. Et aujourd'hui encore, il suit sa femme comme ça. Et chaque fois qu'ils viennent, parce que c'est un gros cas, chaque fois qu'ils viennent, je lui apprends une chose nouvelle et je vois qu'il est futur thérapeute, je lui ai dit. Hein. Voilà. À bientôt.